Daniel Paul Schubert, né le 25 juillet 1842 à Leipzig et mort le 14 avril 1911, était un juriste allemand. Il est connu pour son ouvrage autobiographique, Mémoires d'un névropathe, Den Kurdigkeiten eines Nervenkranken, Leipzig, 1903, dans lequel il décrit l'histoire de son délire étudié comme un cas de paranoïa par Sigmund Freud dans Le Président Schubert. Remarque psychanalytique sur un cas de paranoïa, Dementia Paranoids, décrit sous forme autobiographique, 1911. Le cas du président Schubert a fait l'objet d'études d'autres auteurs connus, en particulier de Jacques Lacan. Remarque psychanalytique sur l'autobiographie d'un cas de paranoïa, Dementia Paranoids. Auteur Sigmund Freud. Genre psychanalyse. Version originale. Langue allemand. Titre psychoanalytische Bemerkungen über en autobiographische beschriebenen Fall von Paranoia, Dementia Paranoids. Lieu de parution genre Buch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 3, premièrement, page 9 à 68. Date de parution 1911. Version française. Traducteur Marie Bonaparte, Rudolf Lowenstein, première traduction. Éditeur Presse universitaire de France. Collection Revue française de psychanalyse, 5, premièrement, page 2 à 70. Lieu de parution Paris. Date de parution 1932. Modifié. Consulter la documentation du modèle. Biographie. Fils de Moritz Schubert, médecin renommé et adepte de la pédagogie noire, Daniel Paul est le troisième d'une fratrie de 5 enfants. Un frère aîné, Daniel Gustave, de 1839 à 1877, se suicide dans la trentaine. Il entreprend avec succès une carrière dans la magistrature. En 1884, après un échec aux élections du Reichstag, il traverse un épisode hypocondriaque, avec tentative de suicide. Référence nécessaire. En octobre 1893, il est nommé président de chambre à la cour d'appel de Dresde. Victime d'insomnie qu'il attribue dans un premier temps à un surmenage, il est rapidement contraint d'entrer en maison de santé. Quelques mois plus tard, en proie à de nombreuses hallucinations, il est suspendu de ses fonctions, mis sous tutelle et placé dans une clinique spécialisée pour malades mentaux. En 1900, après un procès, il obtient de pouvoir sortir librement de l'asile et de publier son autobiographie, Mémoires d'un névropathe, qui expose en détail sa perception de son délire. Toutefois, certains passages sont censurés par l'éditeur, en particulier le chapitre 3, traitant des membres de sa famille d'après les premières lignes écrites qui seules ont été imprimées. Au cours de l'évolution de sa psychose, il finit par croire que Dieu le transforme miraculeusement en femme par émission de rayons et le tourmente par l'entremise de petits hommes ou ombres d'hommes bâclés à la C4-2, selon la traduction française. Il meurt en 1911, à la clinique de 200, située dans les faubourgs de Leipzig, à l'âge de 68 ans. Le délire de Schubert. Le délire de Schubert s'articule autour d'un système complexe de relations des êtres à Dieu. Celui-ci est censé pouvoir examiner à tout moment les nerfs des individus, métonymie de l'être humain. Schubert est persuadé qu'on le persécute parce que ses propres nerfs attirent Dieu. Après son premier internement, pour cause d'hypocondrie, le président Schubert est reconnaissant envers son médecin, le professeur Paul Flechsig. Ses sentiments sont, selon Freud, mus par un processus de transfert, dans lequel Schubert prend le médecin comme succédané de personnes significatives successives aimées de lui. Lors d'une absence prolongée de sa femme, partie en voyage sur les conseils de ce médecin, Schubert fait un rêve, accompagné de pollution nocturne, dans lequel, selon Freud, il éprouve une forme de désir homosexuel pour ce médecin. Par la suite, quand son épouse rentre de voyage, Schubert l'imagine morte et croit se trouver en présence de son âme qui revient de parmi les morts. Avant que l'humanité n'apparaisse comme détruite aux yeux de Schubert, son épouse est la première à se trouver dans ce cas. Traditionnellement, le souhait de Schubert de devenir une femme a été reporté à son seul désir, refoulé, pour son médecin, le professeur Flechsig, qui devient alors son persécuteur. L'être désiré devint maintenant le persécuteur, le contenu de la fantaisie de souhait devint le contenu de la persécution. Freud, 5 Psychanalyse, page 444. Par la suite, le délire de persécution de Schubert évolue, et Dieu devient son nouveau persécuteur.
C'est là une aggravation du conflit, mais aussi selon Freud, le début d'une résolution de ce conflit, car il accepte alors ses désirs homosexuels, trouvant plus facile à accepter de s'offrir à Dieu. Prend place alors un délire de grandeur pour rationaliser ses désirs. S'il est digne d'être persécuté, c'est parce que lui-même est une personnalité puissante. D'ailleurs, même le soleil pâlit devant lui. Il devient alors la femme de Dieu, et sa fantaisie de devenir une femme devient une idée morbide. Il rêve de devenir une femme soumise à la copulation car il n'a jamais réussi à avoir d'enfant avec la sienne. Ainsi, le but de Schreber, dans sa paranoïa, est de repeupler le monde de nouveau-nés à l'esprit schreberien. Cette dernière formation délirante indiquerait une puissante identification à sa propre femme, comme s'il devait la remplacer, après l'avoir fantasmée comme morte. Interprétation du cas du préside Schreber. Freud a été le premier à étudier le livre de Schreber, qui lui a été offert par Carl Gustav Jung. Quelques éléments de ce qui serait une discussion jungienne du cas de Schreber se trouvent éparpillés dans son livre Psychologie de la démence précoce, dont aucune traduction française n'existe. Plus tard, en 1949, Ketan, psychanalyste hollandais immigré aux États-Unis, reprend les interprétations sur Schreber, inaugurant ainsi un débat qui durera jusqu'à 1973, avec Niederland, psychanalyste allemand, lui aussi immigré aux États-Unis. Ils ne sont pas les seuls à participer à ce débat. En 1955, paraît une traduction anglaise des mémoires, ce qui contribue beaucoup à la diffusion de ce débat deuxièmement. En 1962, un colloque consacré à Schreber a lieu à Atlantic City troisièmement. En 1981, à New York, outre de nouvelles interprétations psychanalytiques présentées lors d'un nouveau colloque, ce sont un opéra, un ballet, une pièce de théâtre et un film inspiré du cas Schreber, qui sont présentés, ce qui donne lieu à un recueil quatrièmement. Nombre de ces débats, particulièrement à partir des années 1980, sont inspirés par les thèses de Jacques Lacan, Jacques Derrida, Michel Foucault ou Gilles Deleuze. Lacan a soutenu sa thèse de médecine sur la paranoïa en 19325, suivant ensuite l'exemple de Freud dans le cadre de l'élaboration dans les années de 1955 et 1956 de sa théorie des psychoses. Dans les années 1970, en France, le philosophe Gilles Deleuze et le psychanalyste Félix Guattari en parlent à leur tour, dans le cadre de leurs travaux sur le capitalisme et la schizophrénie, et l'anti-Édipe, 1972. Une traduction française des mémoires de Schreber paraît en 19756. En 1979 et en 1981, en Israël et Daniel Davris présentent de nouvelles découvertes sur Schreber. Le premier étudie très précisément les livres de pédagogie du père de Schreber et établit la généalogie de la famille Schreber premièrement. Le second resitue le meurtre d'âme dans l'histoire allemande et, du coup, montre ses enjeux pour Schreber septièmement. Ces deux auteurs, auxquels s'adjoint le professeur Kakelby, découvrent et publient des poèmes de Schreber, écrits après la levée de sa tutelle, ainsi que l'intégralité du dossier de son hospitalisation, ce qui permet de mieux connaître l'évolution de sa psychose huitièmement. Un important colloque international sur Schreber est organisé à Cerisy-la-Salle en 1939. Les travaux, tant en anglais qu'en français, sur le sujet sont encore aujourd'hui nombreux. Parmi eux, il importe de mentionner particulièrement ceux de M. Tchetel et de C. Azouri, parmi d'autres réunis dans un numéro spécial de la Revue du Littoral dixièmement. Freud et Lacan. Interprétation de Freud. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Janvier 2014. Article connexe, 5 Psychanalyse. Sigmund Freud consacre une étude aux mémoires d'un névropathe dans le recueil 5 Psychanalyse, sous le titre Remarques psychanalytiques sur l'autobiographie d'un cas de paranoïa, le président Schreber, étude qui parut pour la première fois en 1911 dans une revue psychanalytique. C'est par Carl Gustav Jung que Freud fait la connaissance du livre de Schreber, peu de temps avant que leur relation se trouve brouillée, en 1912, par un désaccord autour des notions d'inconscient collectif et d'archétype. Freud commence à ce moment-là une lecture passionnée des mémoires de Schreber au cours de laquelle il reprend point par point les éléments de la maladie, dans leur chronologie. La volonté de Freud est de créer une antériorité à son délire en structurant son évolution autour d'éléments tant biographiques que chronologiques.
L'interprétation de Freud est comme une esquisse de sa naissante théorisation des psychoses, laquelle trouve son point d'orgue en 1924, Névrose et psychose et perte de réalité dans la névrose et la psychose. Pour résumer l'interprétation qu'il fait des mémoires de Schreber. Ce qui organise son délire tient en une régression de la libido sur le moi. Ce faisant, la libido, en opérant une sorte de retour, organise une coupure d'avec le monde des objets, et explique la mégalomanie du délire de rédemption. C'est précisément ce que Jung appelle la métamorphose de la libido. Ce point est une clé essentielle pour Freud lorsqu'en 1914 il théorise le narcissisme. L'homosexualité refoulée est aussi une constituante majeure du délire de Schreber. Freud opère alors une sorte de découpage sémantique entre les figures persécutrices pour Schreber. On a premièrement comme phénomène élémentaire l'injonction quasi exogène qu'il serait beau d'être une femme subissant l'accouplement. La figure de Dieu, divisée en deux entités, l'une supérieure et l'autre inférieure, conspire pour qu'il n'accomplisse pas la mission qui lui est conférée par Dieu en personne, qu'il soit sa femme pour être la mère d'une nouvelle espèce humaine. Le docteur Fletchsig, comme Dieu, veut commettre un meurtre d'âme à son encontre. Un autre point de l'interprétation est la mise en évidence de la défense projective dans la paranoïa, qui peut se définir comme l'attribution à l'extérieur d'intentions inconscientes intérieures. Une réelle avancée de Freud se fait autour de l'analyse des mécanismes de refoulement et de retour du refoulé, à partir de la formule « il me hait ». Il part de cette formule récurrente dans la paranoïa pour en déduire toute la trame inconsciente qui la soutient. Ainsi, dans un premier temps, « il me hait », désignation du persécuteur, est la projection de « je le hais ». Puis Freud va plus loin en rapportant à cela l'homosexualité refoulée. Le « je le hais » serait le retour du refoulé de « il m'aime », dans lequel c'est de « je l'aime » qu'il s'agit au fond. Cette simple analyse sémantique résume l'interprétation freudienne de la paranoïa. Selon certains, dès 1909, les psychiatres français Paul Sérieux et Joseph Capgras avaient déjà décrit les formes de la paranoïa que Freud présente comme siennes dans leur livre Les Folies résonantes. Pour Sérieux et Capgras, la paranoïa se divisait en 6 grands groupes, celui caractérisé par le délire de persécution, celui marqué par l'érotomanie, celui où prédominait le délire de jalousie, celui propre au délire des grandeurs ou mégalomanie et, enfin, 2 autres groupes exclus par Freud, à savoir celui caractérisé par la quérulence ou manie des discussions et celui marqué par le délire interprétatif. Freud ne fait pas mention dans son article sur Schreber de la très importante contribution de ses devanciers français. Et toujours pour ceux-ci, il n'est pas très difficile d'imaginer ses raisons d'exclure le délire d'interprétation et la quérulence de sa définition du champ des paranoïas. Interprétation de Lacan. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Avril 2016. Article connexe, approche lacanienne de la psychose et non du père. La lecture que fait Lacan des mémoires d'un névropathe se déploie en 2 temps. D'abord, son séminaire sur les psychoses, tenu entre 1955 et 195-1611, dont une partie paraît cette même année 1956 dans la revue La Psychanalyse. Ensuite, son article d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, paru dans ses écrits, de 196-1612. Les enjeux dont chacun est porteur ne sont pas identiques, même si le dénominateur commun d'une approche des psychoses parcourt l'œuvre de Lacan depuis sa thèse de médecine, en 1932. Au cours de son séminaire, Lacan lit attentivement le livre de Schreber. De cette lecture, il dégage l'importance du signifiant, le signifiant comme tel ne signifie rien, de la métaphore et de la métonymie. Ce n'est qu'à la dernière des leçons de ce séminaire, tenue le 4 juillet 1956, que Lacan mentionne ces concepts de fourclusion et de nom du père. Tout autres sont les enjeux de son article de 1966, où il présente le noyau de sa théorie, dit schéma R, ou encore schéma RSI pour réel, symbolique et imaginaire, dit aussi, encore, son carré magique, où se déploient ses conceptions de la réalité psychique, partant du schéma L, l'inconscient et le discours de l'autre, et aboutissant au schéma 1, censé expliquer la psychose de Schreber. Selon Lacan, les hypothèses de Freud quant à l'homosexualité de Schreber seraient fausses, car il n'y a pas de refoulement dans la psychose référence souhaitée 13. L'homosexualité à l'époque de Freud étant considérée comme une perversion,
Freud aurait essayé d'expliquer un cas psychotique par les processus de la névrose car c'étaient les seules bases théoriques sur lesquelles il pouvait s'appuyer, référence souhaitée. Néanmoins, Lacan accepta le rôle central du médecin Fletchig dans la formation du délire de Schreber et n'y reconnut jamais la contribution de ses fantasmes relatifs à Madame Schreber et à ses 6 fausses couches. L'interprétation que fait Jacques Lacan des mémoires d'un névropathe constitue son prototype de l'analyse des psychoses. Schreber est à ses yeux le modèle de la structuration psychotique. Lacan pose comme paradigmatique toute une phénoménologie des psychoses qu'il analysera pas à pas, référence souhaitée. On connaît déjà son intérêt pour la paranoïa qui, dès 1931, est l'objet d'étude de sa thèse de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. L'anecdote dit qu'il envoya cette thèse à Freud lui-même, qui lui répondit seulement « Merci pour l'envoi de votre travail ». Référence souhaitée. Schreber est présent en filigrane dans les livres de Lacan, mais plus particulièrement dans le séminaire 3 de 1954 à 1955 qui a pour titre Les psychoses 14. Le but étant dans ce séminaire d'ouvrir sa théorie du signifiant vers la phénoménologie des psychoses. La forclusion du nom du père. C'est précisément à ce moment que Lacan fonde son concept majeur de forclusion du nom du père comme mécanisme psychique opérant de la psychose. Chez Freud, là où le névrotique refoule, Verdungung, le psychotique rejette, Verwerfung. Forclusion est un terme puisé par Lacan dans le champ lexical du droit. Par l'effet de la forclusion, le titulaire d'un droit perd la faculté de l'invoquer en raison de l'expiration d'un délai d'exercice de ce droit 15. Ce n'est pas exactement la traduction de la Verwerfung freudienne. Ce n'est pas non plus celle de la Verleumdung freudienne, cette dernière proche du déni dans le domaine des perversions 13. Lacan théorise cette notion et l'explique à partir de l'étude du cas Schreber. La forclusion est le rejet d'un signifiant primordial organisant l'ordre symbolique, qui reparaît dans le réel sous forme de délire hallucinatoire. Rapprochement avec la phénoménologie. La question de l'hallucination soulève bien des débats car elle a déjà été objet d'étude chez le phénoménologue Maurice Merleau-Ponty, par Sartre, et avant eux par beaucoup de psychiatres phénoménologues tels qu'Eugène Minkowski et Ludwig Binswanger, référence souhaitée. Le fait est que Schreber est pour Lacan le prototype phénoménologique de l'étude des psychoses. Ses mémoires lui donnent accès à ses écrits. Et on sait que toute la théorisation de Lacan tient à l'hypothèse d'un inconscient structuré comme un langage. Importance du cas Schreber dans la suite de l'œuvre de Lacan. Seront abordés dans le séminaire de 1954 pléthore de thèmes qui visent non pas à l'explication des psychoses mais à leur approche. Lacan théorise le rapport entre la psychose et le grand autre, l'entrée dans la psychose, l'hallucination verbale, la métonymie et la métaphore, le point de Capiton, la grande route et d'autres thèmes qui feront que cette étude marquera un tournant dans l'épistémologie psychiatrique et psychanalytique. En 1957, Lacan écrit le texte d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, il les écrit. Ici sa théorisation se veut plus tranchée et plus complexe, il commence avec l'étude des hallucinations verbales qui selon lui ont été abordées par les scolastiques. Il en critique la tendance idéaliste, référence souhaitée. Pour lui le perceptum, monde perçu, ne renvoie pas à une univocité d'un percipient, sujet percevant, qui aurait fonction de synthèse. Non, ici chez Lacan, l'hallucination n'est pas le défaut d'une demande-raison au percipient d'unifier un perceptum déjà univoque. Lacan poursuit alors toute sa théorisation des psychoses grâce notamment au schéma 1, qui est au fond l'explicitation des rapports entre l'imaginaire, le réel et le symbolique pour le psychotique. Pas clair. Pour en revenir à la forclusion du nom du père, ce concept lacanien serait donc ce qu'il y a d'opérant dans la psychose, et Schreber serait le modèle clinique de Lacan pour sa théorie de la psychose, tout comme le petit Hans, pour Freud, serait le modèle du complexe d'Édipe. L'ouvrage témoin Schreber, publié par l'école lacanienne de psychanalyse, se situe dans le sillage de l'interprétation lacanienne 16. Interprétation de Deleuze et Guattari. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire? Gilles Deleuze, dans un article publié en 1968, évoque son intérêt pour Schreber, lors d'un débat avec Félix Guattari et un collectif étudiant. Je prends un exemple. Qu'est-ce que c'est que Schreber, le président Schreber,
le fameux président Schubert. Alors on l'avait étudié de très très près, ça nous avait tenu très longtemps. Si vous prenez ce délire, c'est quoi, vous voyez quoi? C'est tout simple, vous voyez, un type qui ne cesse de délirer quoi? L'Alsace et la Lorraine. Il est une jeune Alsacienne. Schubert est allemand. Il est une jeune Alsacienne qui défend l'Alsace et la Lorraine contre l'armée française. Il y a tout un délire des races. Le racisme du président Schubert était freiné, son antisémitisme était freiné, c'est terrible. Toutes sortes d'autres choses en ce sens. C'est vrai que Schubert a un père. Ce père, qu'est-ce qu'il fait le père? C'est pas rien. Le père, c'est un homme très, très connu en Allemagne. Et c'est un homme très connu pour avoir inventé de véritables petites machines à torture, des machines sadiques qui étaient très à la mode au XIXe siècle, et qui ont pour origine Schubert. Alors bon, le père, il est inventeur de ces machines. Quand il délire, le président Schubert, il délire aussi tout un système d'éducation. 17 travaux anglo-saxons consacrés au cas Schubert. En 1949, Moritz Ketan, psychanalyste néerlandais établi à Houston, Texas, pour fuir le nazisme, reprit l'étude du livre de Schubert dans une perspective qu'il pensait freudienne, à savoir consistant à tout ramener au monde fantasmatique de Schubert lui-même. Cette année-là il publie Schubert, l'idée délirante de la fin du monde. L'année suivante, il publie encore les hallucinations de Schubert sur les petits hommes, où il entend ramener ces personnages de Schubert à ses seuls spermatozoïdes. Il poursuivit ses études sa vie durant avec 3 autres articles. 18 Même si Ketan a apporté d'importantes contributions pionnières à la question du langage du schizophrène, ses analyses sur Schubert ont un intérêt surtout historique. Elles montrent un des destins du freudisme, celui de ne pas prendre en considération des réalités autres que celles du fantasme. Les efforts de Freud pour se renseigner sur la famille de Schubert ont été en fait peu importants. Le père de Schubert, Daniel Gottlob Moritz Schubert, était un médecin célèbre en son temps, auteur de plusieurs ouvrages de pédagogie ayant fondé des méthodes éducatives qui serviront plus tard aux nazis, et étant surtout le fondateur des lotissements Schubert qui marquèrent tant la culture populaire allemande et existent encore de nos jours. William G. Niederland, psychanalyste allemand qui s'établit d'abord en Israël puis aux États-Unis, a également repris les études sur Schubert, critiquant et contrant les analyses de Ketan. Il a été le premier à s'intéresser au noyau de vérité dans le délire de Schubert et à montrer l'articulation étroite entre le livre de Schubert et les livres de son père sur la pédagogie et sur les exercices médicaux de chambre. Le père de Daniel Paul Schubert, Daniel Gottlob Moritz Schubert, ayant laissé une œuvre importante, célèbre en Allemagne mais probablement peu connue à Vienne. Dès 1951, Niederland critique Ketan dans plusieurs ouvrages. 19 Niederland a aussi été le premier à signaler l'importance du nom du père de Schubert dans la constitution du délire du fils à travers le signifiant Gat. En 1955, Ida McAlpine et son fils Richard A.E.T. publient leur traduction en anglais des Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken de Daniel Paul Schubert, précédée d'une introduction critique à l'égard du diagnostic de Sigmund Freud qui, selon eux, n'analyse ni le délire de transformation corporelle de Schubert, ni ses préoccupations concernant la gestation et l'accouchement, ni son hypocondrie. Selon Octave Manoni, le livre de Schubert ne constitue pas des mémoires à proprement parler, mais plutôt des memorabilia, mémoires des hauts faits et gestes. Cette édition est la première édition du livre de Schubert depuis la sienne propre. Elle sera suivie d'une nouvelle édition allemande de Franz Baumür, 1973, et d'une édition française de Nicole Sell et Paul Duquesne, 1975. La mise à disposition du texte de Schubert en anglais permit d'autres études, notamment celle de Franz Baumür, 1956, intitulée Le cas Schubert, qui présentait le dossier hospitalier de Schubert, ainsi que celle de W. Ronald Deferbern, 1956, Considération au sujet du cas Schubert, qui signale l'importance de la mère dans la psychose de Schubert, argumentant que si elle n'est pas mentionnée dans les mémoires ce n'est pas en raison de son manque d'importance, mais au contraire de son envahissement et de sa toute-puissance auprès de son fils, et enfin celle de Robert B. White, 1961, le conflit avec la mère dans la psychose de Schubert, qui va dans le même sens, en l'élargissant et l'approfondissant.
Le renouveau éditorial se continue lors d'un congrès entièrement consacré à cet auteur, en 1963, à Atlantic City. Plusieurs chercheurs contribuent, Nederland par une allocution intitulée Les nouvelles données et événements mémorables sur le cas Schreiber, 1963, Arthur Secar, qui présente des remarques sur la paranoïa et leur rapport au cas Schreiber, remettant en question le diagnostic de Freud, avant lui, du médecin de Schreiber, Weber, Jules Nid, Schreiber, le parricide et le masochisme paranoïde et Robert B. White, reconsidération du cas Schreiber à la lumière des concepts psychosociaux. En 1973, le psychiatre américain Morton Shetman, dans Sous le mur d'art, Persecution de Family 20, met au jour que le père de Daniel Paul Schreiber, Moritz Schreiber, l'avait gravement persécuté dans son enfance. Luis Eduardo Prado de Oliveira a présenté plusieurs de ses différents travaux anglo-saxons dans une thèse doctorale, 1979, 21, tandis qu'en 1988, les actes d'un colloque sur Schreiber à New York étaient édités en américain, et pour certains, en français 22. Henri Svillotan a publié en langue anglaise plusieurs articles 23 et un ouvrage consacré à Schreiber 24. Il a également co-organisé avec Daniel Davris et Jacques Chatt un colloque au Centre culturel international de Sarisi, en août 1993, dont les actes ont paru en 199-1825. Schreiber dans la culture. Schreiber échappe au seul domaine de la psychanalyse, de la psychiatrie et de la psychologie par la postérité des œuvres auxquelles a pu donner lieu la richesse de son délire, et dans la mesure où un tel délire s'enracine en amont dans l'héritage culturel dont dispose l'homme cultivé qu'était Daniel Paul Schreiber en son temps. Héritage culturel de D.P. Schreiber. Lorsqu'en 1997, dans son ouvrage Freud et Schreiber, les sources écrites du délire, entre psychose et culture, L.E.P. de Oliveira résume nombre d'études anglo-saxonnes sur Schreiber. Chacune des figures du délire de Schreiber y apparaît comme reliée à des éléments culturels précis de l'époque de leur auteur, y compris leurs éléments religieux, liés à Swedenborg. Mais surtout, cet auteur essaie de comprendre le mécanisme particulier de la transformation en femme de Schreiber à partir de son hallucination de sa femme comme morte, liée à cette thématique du mouvement romantique en Europe, notamment du romantisme allemand, qui mettait en scène des femmes mortes, le Faust de Goethe, le Manfred de Byron, le Freischütz de Weber, œuvre que Schreiber mentionne comme source de son argumentation au sujet du meurtre d'âme. Référence souhaitée de Oliveira signale que le juif errant, d'Eugène Sue, qui avait inspiré une pièce de théâtre jouée à Leipzig l'année de l'hospitalisation de Schreiber, fait également partie de la trame des mémoires d'un névropathe. Quant au mot meurtre d'âme employé par Schreiber pour expliquer ce qui lui est arrivé, mots dont les racines se situent dans l'œuvre de Martin Luther, ils ont connu un destin fulgurant en psychanalyse, en psychiatrie et en psychologie, où ils servent à désigner les traumatismes inducteurs de psychose référence souhaitée. Postérité artistique, littéraire, théologique du cas Schreiber. Schreiber préside est un ouvrage collectif de Fabrice Petitjean, Paco Thiellement et Adrian Smith, 2006, qui fait une large part aux œuvres d'art et à la théologie dans l'approche de Schreiber. Un film, un opéra, un ballet s'inspire d'Eden Kurdig Keiten référence souhaitée. En France, Jean Gilbert produit au théâtre son Schreiber, et en Italie, Roberto Calasso son Fou impur. Lors de ses études de lettres, l'écrivaine québécoise Nelly Arcan a produit une recherche sur l'œuvre de Schreiber qui a influencé son œuvre de fiction dans laquelle le thème du suicide est souvent associé aux pathologies des personnages 26. Par ailleurs, d'après le réalisateur Alex Proyas, le personnage D.P. Schreiber, dans le film Dark City, 1998, s'inspire des mémoires de Daniel Paul Schreiber.